Cette soirée, vous voyez, c'est la spontanéité des gens. Ce sont les gens des villages qui les font. C'est notre particularité. Notre association sert de logistique. Mais ce sont les gens eux-mêmes qui se mobilisent, qui s'investissent, qui ressortent les vieux habits, les vieux documents, et qui font eux-mêmes cette soirée. Ça y est, tu t'habilles? Notre association a beaucoup d'activités. Nous avons fait des expositions. Le thème, Village de la Forêt de Chaux en 1900. Une autre exposition, 7 siècles de verrier à la Vieillois, 1500 visiteurs dans un week-end. Je crois que là, ça démontre l'intérêt que montrent les habitants des villages de la Forêt de Chaux à leur propre histoire, à leurs coutumes, à toute la valeur que représentent pour eux des siècles de vie sociale, économique, liés avec l'histoire de la Forêt de Chaux. Dans l'association, il y a beaucoup de mes anciens élèves. Et c'est peut-être parce qu'il leur est donné le goût de cette recherche, un peu le goût de l'histoire, en effet. J'en ai plusieurs qui ont vraiment fait des carrières brillantes en histoire, deux agrégés d'histoire dans mes anciens élèves, dont un de la Loi et un de Dour. Et puis... Monsieur Bouvier? Ah non, Monsieur Bouvier, lui, c'est une passion des arbres que je lui ai donnée. Pas seulement les arbres de la forêt, mais les arbres en général, les arbres fruitiers. Et il arrivait que quand on avait le jeudi à cette époque-là, on allait se promener en forêt, on greffait, on cherchait les arbres, vous voyez, extrascolaire. Et puis, ils n'ont peut-être pas voulu laisser perdre ces souvenirs, parce que ça va très vite. Vous voyez, en 50 ans, on est passé de l'époque presque moyenâgeuse. Quelle différence y avait-il entre ces bûcherons d'il y a 50 ans, puis ceux du Moyen-Âge, au point de vue outillage? Pas une grosse différence. Mais il ne faut pas laisser mourir, pendant qu'il y a encore des témoins de cette époque. Et ça ne durera pas tellement longtemps. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire revivre. Quel bon temps. Oui, on aimait ça, on aimait notre métier. Et cette soirée, qu'est-ce qu'elle vous rappelle? Vous êtes content de la faire? Ah oui, mais je pense bien, ça. D'abord, elle nous rajeunit pas mal. Puis on aimait ça. D'abord, j'aimais le bois, j'ai travaillé toute ma vie dans le bois. Après, j'avais une scierie mobile, une scierie fixe, mais j'ai toujours scié des grumes. Toute ma vie, j'ai fait que ça. J'en ai sûrement scié plus de 100 000 mètres cubes. Puis il y avait aussi beaucoup de chantiers de bûcherons. Bûcherons, écorceurs au printemps, les écorceuses au printemps, bien sûr. Les charbonniers. Tiens, débouche-moi donc cette bouteille pendant que je sors le lard et puis la saucisse. Oh, mais Nanette, mais c'est fête aujourd'hui. D'où est-ce que tu sors cette bouteille? Bah, c'est la mère qui me l'a donnée. Quand elle a su que je venais te rejoindre, elle m'a donné ça. Elle m'a dit que ça te donnerait un petit coup de regingos. Ah, je reconnais bien à son bon cœur. Oh, dis donc. Regarde, Nanette. Mais c'est une bouteille de la vieille loi, ça. Regarde cette forme généreuse, ce col très fin. Sais-tu qu'ils étirent le col au maximum de manière de laisser le minimum d'air en contact avec le vin? C'est pour ces vins de garde, ces vins de Bourgogne, qui se vendent très cher. Tu sais, ces vins de la côte, là-bas. Voyons voir si le contenu est bon. Tiens. Ah, t'as amené des verres. Merci. Eh ben, trinquons à nos amours, Nanette. À ta santé. Dis donc, j'ai rencontré le garde, hein. Ah, tu l'as rencontré, celui-là. Celui-là, il est partout. Hein.
Ben oui. Il m'a dit qu'il voulait te voir, tiens, justement. Il avait quelque chose, il y avait des histoires qui couraient dans la forêt, enfin, je sais plus quoi. Dis donc, j'espère que t'as pas fait de bêtises, hein. Non, 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 rassure-toi, Nanette. Il t'a rien dit d'autre. Bon, non, qu'il y avait des rumeurs, mais sans plus, quoi. Ventre cingré, je suis sûr qu'il en veut aux compagnons. Bah, qui c'est ça, les compagnons? Des amis à toi? Oui, oui, des amis, des charbonniers. Tu sais rien, Nanette. Tu dois rien savoir. C'est une histoire d'homme. Vous savez que le charbon de bois a été pendant très longtemps, au cours de l'histoire, une façon raffinée d'utiliser le bois. C'était un petit peu ce qu'à notre époque est le super par rapport à l'essence. Le charbon de bois était utilisé dans différentes fabrications, le verre notamment, la poterie, puis d'autres industries. Les bons cousins charbonniers, d'après certains historiens, seraient venus déjà du temps de l'Antiquité. Ça remonte très loin, ça remonte à l'époque des Celtes. À l'avantage, à l'avantage, à l'avantage, à l'avantage, à l'avantage, à l'avantage. À l'ouvrage, mes bons cousins. Secrétaire, quel est l'ordre du jour? Le maître de vente doit se rendre lundi prochain à Dole pour rencontrer les marchands de bois. Il va falloir discuter des salaires, car les prix ont augmenté depuis l'année dernière. Il faudrait 2 volontaires pour accompagner le maître. J'y serai. Moi aussi. Alors, rendez-vous lundi à la pointe de l'aube, à la Veine-René, près de 500. Deuxième point. Notre compagnon Cointeau, ayant eu, comme vous le savez, la malchance de se casser la jambe, il est proposé à chacun d'entre nous de lui rendre une journée de travail pour terminer sa coupe. Pas d'objection? Non. Adopté. Je vous signale également que les gardes de l'Empire sont sur nos trousses. Il faudra agir avec la plus grande prudence. Maître, un guépier dans les parages. La vente est suspendue. Ouvrez le feu, faites silence. Ça va passer vite là-bas, la boisson. C'est la boisson. Il faudrait donner des deux côtés, parce que d'un bout de la table à l'autre, c'est pas drôle. Quatre boules par temps. Des effondrés, du pain aussi. Allez, à la santé du conseil de femmes. Et pas de verre. Envoyez un petit verre pour la petite dame, là. Un verre. Et vous autres, envoyez un verre pour la petite dame. Vous la couteau? Si, les bouteilles, vous y allez. Non, c'est pas celui-là le couteau, c'était le couteau de... S'il vous plaît. de pain. Combien de saucissons, là? Combien de saucissons? À peu près 35 kilos de saucissons. 35 kilos de saucissons, et puis 41 kilos de lard. Bon, et le pain, combien de miches de pain? Les 2 soirées. À 25 miches ce soir. 25 miches. De vin, ben, suivant ce qu'ils boiront, j'en sais rien. Peut-être, oh non, ils vont bien boire une centaine de litres. Combien de personnes pour organiser tout ça? Oh, je sais pas, faut compter une trentaine de personnes quand même. L'ambiance est bonne? Très bonne, très bonne. Bon, bah, on vous laisse continuer. Tout se passe très bien. Or, il arriva qu'une nuit, Lugène, qui était en train de veiller le mort, eut une histoire extraordinaire. Le mort, qui s'appelait José, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui lui était étendu sur son lit mortuaire,
les mains croisées sur la poitrine, avec le chapelet entre les mains, le José se réveilla. Et là, dans la nuit totale, il ouvrit les yeux et il vit les poutres du plafond parallèles et la lueur des chandelles qui dansaient sur le plafond. Et le José se dit, mais je suis mot. Mais je suis mot, parce qu'il avait vu les cierges au pied du lit. Et au bout d'un moment, il entendit réciter la litanie des prières. Et il se dit, mais je suis pas mot. Peut-être je suis pas mot. Alors lentement, il dénoua ses mains, monta sa main sous son cou et se pinça un bon coup. Et là, il ressentit une douleur et il eut la certitude qu'il n'était pas mort, mais qu'il était simplement tombé en léthargie. Alors, comme il entendait Lugène, qui était au pied du lit, en train de réciter ses prières, il lui vint l'idée de jouer un bon tour à Lugène. Il se remit dans la position du mort, les mains croisées sur la poitrine, et dans le silence de la pièce le plus total, il se mit à dire « Eugène, tu sauras que quand on veille un mot, on ne travaille pas. » Mais l'Eugène, qui lui était un peu sourd d'oreille, dur d'oreille, n'entendit pas. Alors le José répéta une autre fois, « Eugène, tu sauras que quand on veille un mot, on ne travaille pas. » Alors à ce moment-là, l'Eugène avait entendu, il regarda le mort, il le vit dans la même position, ça lui parut bizarre. Une nouvelle fois, le José répéta la même phrase, « Eugène, tu sauras que quand on veille un mort, on ne travaille pas. » À ce moment-là, Eugène, ça lui fit quelque chose. Eugène se leva, il prit son maillet, il s'approcha de la tête du faux mort, il leva le maillet et pim, il lui donna un bon coup de maillet sur la tête et il dit, « José, tu sauras que quand on est mot, on ne cause pas. » Bienvenue en Franche-Comté, une terre d'hommes célèbres, Victor Hugo, Considérant, Claude-Nicolas Ledoux, j'allais oublier Pasteur, et Rouget de Lille, l'auteur de la Marseillaise, et puis Claude-Nicolas Ledoux, à qui l'on doit ce site, la Saline royale d'Arc-et-Senans, construite au XVIIIe siècle. Joseph Pinard, parlez-nous de ce site vraiment unique, on vient du monde entier, d'ailleurs il fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983, et il a été donc imaginé par un utopiste adepte de Jean-Jacques Rousseau. En quoi c'est innovateur? Oui, en 1774, le roi a demandé à Nicolas Ledoux de construire cette saline au cœur de la Franche-Comté. Et c'est